Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'avaler une bille ? Je ne parle pas de quand vous étiez enfant et que vous découvriez le monde en mettant n'importe quoi en bouche, non. Je vous demande si, passé ce stade de l'enfance, il vous est déjà arrivé d'avoir cette envie urgente d'avaler une bille. Et si pas, de faire quelque chose de risqué, d'inattendu. Quelque chose qui vous change de votre quotidien monotone. On a tous et toutes déjà ne serait-ce qu'imaginer faire quelque chose de complètement dingue, qui peut-être nous mettrait en danger. Ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi ? C'est ce que le film du jour, que j'ai vu il y a 3 ans environ et qui m'a assez fort marqué, va essayer de décortiquer. Do I make you happy? I'm the happiest man in the whole world. I feel so lucky. You're not mad at me? Mom, we're pregnant. About what? I just want to make sure I'm not doing anything wrong. You couldn't do anything wrong, even if you tried. So what did you do for money before you met my son? Retail, mostly. A lucky break? I'm just real grateful. Fake it till you make it. Are you happy? Or are you pretending to be happy? How does it make you feel when you swallow something? I just like the textures in my mouth. It made me feel in control. I'm right here. I just wanted to make you happy. You get back here with my kid! I did something unexpected today. Swallow, c'est le tout premier film réalisé et écrit par Carlo Mirabella Davis en 2019. Avant ça, il a travaillé sur plusieurs courts-métrages que je n'ai pas vus, donc je vais pas vous en parler ici, on va plutôt se concentrer sur Swallow. De quoi ça parle ? Déjà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, to swallow en anglais, ça veut dire avaler. Le titre va vraiment prendre tout son sens lorsqu'on connaît le scénario. On entre dans la vie de Hunter, qui en apparence est heureuse dans sa petite vie bien rangée de femme au foyer enceinte. Pendant que son mari Richie passe ses journées dehors au travail, en réunion, avec ses amis ou à la salle de sport, Hunter, elle s'occupe de la maison. Elle nettoie, elle décore, elle repasse, elle fait la cuisine, et elle s'ennuie. Un soir, alors qu'elle est au restaurant avec son mari et ses beaux-parents, il lui vient l'envie incontrôlable de croquer les glaçons de son verre vide. À partir de là, elle va commencer à développer une obsession pour le fait d'avaler des objets de plus en plus dangereux. D'abord une bille, puis une punaise, un cadenas, une batterie. Et lorsque son mari l'apprend, elle est forcée à aller voir une thérapeute, ce qui nous permettra d'en connaître un peu plus sur son passé et petit à petit de comprendre ce qui se cache derrière cette obsession. S'il y a un reproche que je dois faire au film, c'est qu'il n'est pas du tout dans la subtilité. On n'est pas vraiment dans un show d'un tel,
ce qui fait que si vous avez vu le film, vous comprenez directement ce que je vais vous expliquer par rapport aux thématiques et métaphores soulevées par ce film. Pourtant, je trouve qu'il s'agit tout de même d'une véritable petite pépite d'horreur psychologique dont le discours continue de résonner inlassablement dans mon esprit. J'aime beaucoup quand les films ne font pas que pointer du doigt un problème, mais l'explorent et le développent un peu plus en détail, et c'est ce que fait ce film. L'obsession d'avaler des objets non comestibles est une représentation intelligente d'une recherche de contrôle sur une vie plate, dénuée d'intérêt, et surtout où il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que le temps passe en remplissant les rôles et attentes posés sur soi. Bien évidemment que dans cet épisode, on va reparler des injonctions, mais surtout des rôles genrés dans notre société, mais surtout dans le couple hétérosexuel. Attention qu'il sera aussi question de violence sexuelle, ce qui fait partie intégrante du passé du personnage d'Hunter. Pour vous permettre de passer ça au cas où vous ne seriez pas à l'aise, je vous préviens que ce sera en toute fin d'épisode, que ce sera très bref, mais je ferai un petit trigger warning pour être sûr que vous puissiez le passer. I just like the textures in my mouth. I like the way they feel in my mouth. Mattress stuffing, ice, metal, cold metal especially, junk like that. L'obsession qui poursuit Hunter tout au long du film est en fait une maladie qui s'appelle la maladie de Pica. Je ne suis pas médecin et j'ai pas fait des études de médecine, donc je reprends ici ce que j'ai trouvé après des recherches très brèves sur internet. En gros, je manquerai sûrement d'infos là-dessus, mais donc la maladie de Pica, c'est un trouble alimentaire chronique qui consiste, vous l'aurez compris, à ingérer des substances non comestibles. Ce trouble, il peut être diagnostiqué aussi bien chez les enfants de 2 ans et plus que chez les adultes. Apparemment, il n'y aurait à ce jour pas vraiment de cause claire et connue. Plusieurs facteurs sont liés à cette maladie, comme le stress, certains traumas, d'autres troubles mentaux comme l'anxiété ou la dépression, ou c'est une maladie qui peut aussi se manifester apparemment pendant la grossesse. En général, les substances avalées ne sont pas risquées pour la personne, mais il arrive que ce soit le cas, comme dans le film Swallow, où Hunter avale une pile, ce qui, d'après sa thérapeute, aurait pu la tuer si l'acide présent à l'intérieur avait fuité dans son estomac. Tout comme d'autres troubles du comportement alimentaire, la pica, c'est bien un trouble mental. Il est donc certainement lié à des causes qui ne relèvent pas du physique, mais bien donc des causes mentales. Dans un des cours que j'ai suivi lors de mon master en études de genre, on avait abordé l'anorexie mentale comme une sorte de reprise de contrôle sur soi, sur son corps et sur son apparence. Avec la pica, on pourrait explorer des causes similaires, comme par exemple pour remplir un vide dans le quotidien, ce qu'on voit d'ailleurs très bien avec Hunter qui ne fait que rester chez elle. On la voit très souvent s'ennuyer, très peu de scènes la montrent hors de la maison et elle a dû quitter son travail après avoir épousé son mari Richie. Il semblerait que ce trouble soit aussi lié à la grossesse et Hunter est effectivement enceinte pendant la durée du film. Je n'en sais pas plus au sujet de la maladie de manière factuelle, donc maintenant je vais me baser uniquement sur ce que l'on voit dans le film. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le nom Pica n'est mentionné qu'une fois dans le film, comme si le diagnostic en tant que tel n'était finalement pas ce sur quoi il faudrait absolument se concentrer, mais plutôt sur les raisons qui poussent Hunter à avaler ces objets. C'est ça que Swallow veut montrer, et c'est de ça dont je vais vous parler au final. Quand on observe la vie de Hunter dès le début du film, on a vraiment l'impression d'être revenu dans les années 50-60. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu entends par là ? Eh bien, déjà, on est sur un couple hétéro qui repose sur le modèle du breadwinner. Alors, le breadwinner, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut littéralement dire gagne-pain en anglais. Et c'est en fait un modèle qui s'est installé dans les familles traditionnelles de nombreux pays au milieu du 19e et début du 20e siècle. On va faire une petite page histoire et sociologie ici. Je vous promets que ça va pas être long, mais c'est important, je pense, pour comprendre un petit peu mieux et pour remettre en contexte ce que le film montre. Avec l'industrialisation du capitalisme, on a pu voir une séparation grandissante entre d'un côté le travail et de l'autre la maison. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est aussi à cause de cette séparation qu'on a eu progressivement la séparation entre le privé et le public, qui explique par exemple qu'encore aujourd'hui, il y a une résistance face à la reconnaissance des violences domestiques sur le plan politique.
Bref, on estime que le modèle du male breadwinner, c'est-à-dire le modèle de famille où c'est l'homme / le mari qui s'occupe d'aller au travail et de soutenir sa famille financièrement, il s'est vraiment installé à partir des années 50. Attention, ici je parle évidemment plus du schéma occidental, je ne saurais pas me prononcer sur d'autres horizons. Alors ça ne veut pas dire que les femmes, elles ont jamais eu d'opportunité de travailler, hein. Notamment, si vous ne le savez pas, mais pendant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de femmes qui du coup reprenaient le travail de leur mari qui était parti au front. Mais plutôt, elles sont pendant un moment dans une période de transition en fait. Quand elles étaient enfants, elles étaient sous la tutelle de leurs parents, surtout du père qui était donc le chef de famille. Puis il y a cette période de creux, de battement, où certaines ont effectivement l'occasion de travailler, et puis ensuite elles reviennent à la tutelle d'un homme qui est généralement leur mari. De plus, la charge d'enfants, lorsqu'ils sont mis au monde, est telle qu'elles doivent impérativement leur donner la priorité. Ce n'est pas l'homme de la maison qui va sacrifier l'un ou l'autre contrat pour s'occuper des tâches domestiques, évidemment. On peut croire que ça n'existe plus, et effectivement, il y a un déclin de ce modèle, ce qui fait que certaines femmes sont plus indépendantes économiquement parlant, mais, oui parce qu'il y a un mais, il y a encore des traces de cette manière hyper arriérée de penser. En Belgique, par exemple, en 2023, 40% de femmes travaillaient à temps partiel contre seulement 12% d'hommes. En France, on est aussi sur un déséquilibre qui est vraiment pas anodin. Je vous invite vraiment à réfléchir au pourquoi de cette situation. En fait, on va généralement demander aux femmes d'être plus flexibles avec leurs horaires. Pourquoi ? Parce que si elles sont en temps partiel, c'est surtout parce qu'elles doivent continuer à garder du temps pour leurs enfants, si elles en ont, et pour l'entretien domestique. Dans Swallow, on est plutôt sur le système encore plus arriéré, c'est-à-dire que Hunter a arrêté de travailler dès qu'elle s'est mariée avec Richie. On le sait grâce à une scène entre elle et sa belle-mère, où celle-ci lui demande ce qu'elle faisait avant de rencontrer son fils. Hunter a l'air assez gênée de répondre, mais elle le fait, et au plus elle explique celle qu'elle était avant, au plus on sent une sorte d'éclat d'enthousiasme, de la passion même peut-être, qu'elle va vite repousser en affirmant qu'elle est reconnaissante, évidemment, d'avoir trouvé cette nouvelle stabilité aux côtés de son mari. I'm just real grateful to Richie and you guys for providing me some solid ground to stand on, you know? Plus, I have so much free time now for drawing and whatever. Même si on ne sait pas vraiment si elle est contente d'avoir arrêté de travailler, on sent par ses expressions et le travail sur le son que quelque chose lui manque dans le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins. La belle-mère semble le percevoir en lui demandant si elle est réellement heureuse ou si elle ment, ce à quoi elle répond qu'elle est véritablement contente dans sa petite vie bien rangée. Le film est intelligent car dans la scène suivante, on la voit engérer un autre objet, cette fois plus dangereux, une punaise, qu'elle recrache une fois avant de définitivement avaler avec un grand sourire aux lèvres et des larmes aux yeux. Du coup, revenons au quotidien de Hunter. Comme je l'ai dit, elle est femme au foyer, elle ne travaille plus, passe son temps à la maison à s'occuper des tâches domestiques et quand il n'y a plus de tâches à faire, elle est devant la télé ou sur ses jeux mobiles. On sait que ce film ne se passe pas dans les années 50, justement par les technologies assez modernes utilisées. On est alors avec Hunter sur une sorte de tradwife. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. En fait, l'espèce de tendance tradwife, elle est apparue assez récemment sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu, notamment sur TikTok. Il s'agit en fait d'un mouvement qui va promouvoir les rôles d'une femme au foyer traditionnelle, donc de toutes les occupations domestiques, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, s'occuper de l'intérieur et des enfants en renonçant à son indépendance financière. C'est clairement ce qu'on a ici. En plus de ça, le couple hétéro-central, il est assez plat, voire même sans amour, ou en tout cas où l'amour est conditionnel, contrairement à ce que son mari l'affirme. On le voit rarement faire attention à elle, et ce, dès le début du film. Les qualités qu'il met en avant chez elle sont apparentes à de la docilité, c'est-à-dire qu'il va dire qu'elle est généreuse et qu'elle est altruiste, comme s'il n'y avait pas d'autres qualités qu'on pouvait mettre en avant chez sa femme. À table, alors qu'elle a passé des heures en cuisine et qu'elle lui parle, il est à peine présent, toujours sur son téléphone et dans ses affaires. Il la rabaisse constamment lorsqu'elle ne remplit pas ses attentes, basées sur les rôles qu'une femme devrait remplir, par exemple quand elle abîme une de ses cravates. Il l'amadoue pour obtenir ce qu'il veut, notamment des faveurs sexuelles, et au fil de sa grossesse, la traite de plus en plus comme un simple réceptacle de son enfant à naître, à vomir. Là-dedans, Hunter, elle est censée être heureuse. Bah oui, elle a une superbe maison, elle a un mari qui lui permet d'obtenir tout ce qu'elle désire, qui peut être acheté, on précise. Elle est enceinte, dans une situation stable. Alors, ok, attention, peut-être que ça va paraître
offensant pour certaines personnes, mais le truc c'est que finalement cette perfection, c'est pas ce qu'elle désire. Alors oui, effectivement, c'est un peu culotté de se plaindre d'être dans une bonne situation socio-économique, surtout quand on sait que d'autres personnes n'ont pas cette chance. Mais ce que le film veut montrer avant toute chose, c'est l'absence de choix offert à Hunter. Elle ne peut plus travailler, elle doit rester à la maison et en être satisfaite. On ne lui demande pas si elle veut garder son bébé, elle doit le garder. Tout ça pourquoi ? Elle y répond très bien. Pour rendre heureux son mari. Elle ne vit qu'à travers lui et à son bonheur dès l'instant où elle l'a rencontré. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. Plusieurs fois, elle le dit que c'est tout ce qu'elle veut, au péril de ses propres désirs à elle. Do I make you happy? Elle ne vit que dans les apparences. Sans cesse, elle se recoiffe pour paraître parfaite, elle répète qu'elle est heureuse sans réfléchir, elle vit vraiment pour son mari, pour cette petite vie bien rangée où, en apparence, tout semble parfait, et elle ne s'écoute jamais, sauf quand elle avale des objets. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans la façon dont les moments où elle avale ces substances sont présentés. Quand elle n'a pas encore expérimenté ça et quand elle doit s'en passer, les couleurs sont ternes, elle reste dans le noir et on voit qu'elle est plus malheureuse que jamais. Mais après chaque challenge, après chaque chose qu'elle avale, elle est vraiment heureuse. Elle a fait, selon ses propres mots d'ailleurs, quelque chose d'inattendu et elle en est vraiment fière. Les couleurs reviennent autour d'elle, elle sourit et cette fois, quand elle dit qu'elle est heureuse, on a moins de mal à la croire. C'est donc assez simple d'y voir plus qu'une maladie. C'est une véritable recherche de prise de contrôle et de décision sur une vie qui lui échappe totalement, où on continue encore et encore de prendre des décisions pour elle. Lors d'une échographie pour vérifier que la grossesse va bien, la médecin remarque quelque chose d'anormal. Plus tard, c'est une dizaine de petits objets qui seront sortis de l'estomac d'Hunter. Ça mène à une scène assez violente où son mari l'engueule littéralement, la traitant de folle, youpi la psychophobie, et de menteuse. Sa recherche d'agentivité, elle est claire. Quand il lui demande pourquoi elle a fait ça, Hunter répond qu'elle voulait le faire et qu'elle l'a fait, c'est tout. I wanted to do it, and so I did it. Oh, that's a great excuse. I've never even heard of this pica thing. Ça peut sembler être une phrase bateau, mais en fait, moi je trouve ça assez fort. C'est quelque chose qu'elle voulait véritablement faire, quelque chose qu'elle avait envie de faire pour une fois et elle ne s'en est pas privée. Le problème, c'est que son agentivité va lui être de plus en plus enlevée. D'abord quand une espèce d'infirmier va être employé pour la surveiller à la maison, allant jusqu'à la fouiller quand elle veut aller aux toilettes. On voit jusqu'où ça va, hein. Ensuite, elle est forcée à aller voir une thérapeute qui doit d'ailleurs apporter tout ce qui lui est dit au mari. Elle est traitée comme une enfant fragile, voire malade, et elle perd de plus en plus de liberté jusqu'à ce que son mari et ses beaux-parents tentent de l'envoyer en institution psychiatrique. Elle arrivera à s'en échapper jusqu'à prendre la décision ultime qui clôt le film, une décision qu'elle prend pour elle-même, l'avortement. Je voulais juste brièvement mentionner le passé d'Hunter, qui du coup peut être un peu compliqué pour certains et pour certaines. On a donc un petit trigger warning pour violence sexuelle ici. Les scènes de thérapie, elles sont intéressantes dans ce film parce qu'elles permettent déjà de cimenter encore plus concrètement le personnage de Hunter. Il s'agit d'une femme qui a un énorme problème de culpabilité, en plus de continuellement atténuer la gravité et l'impact de ce qui lui est arrivé sur sa santé mentale. Elle a grandi dans un environnement, on l'imagine, sans grande communication, ce qui fait qu'elle a progressivement arrêté d'essayer de se visibiliser. On apprend également, durant ces scènes, quel est le résultat du viol de sa mère. On pourrait se demander ce que ça apporte au film, mais ça va un peu plus loin que simplement mentionner un viol. À cause de tout ça, elle ne s'est donc pas sentie voulue, ce qui est compréhensible, surtout quand elle explique que sa mère est très croyante et ne, entre guillemets, croit pas à l'avortement. Elle a donc l'impression d'avoir été mise au monde par dépit et ça fait un parallèle avec sa décision finale, celle de ne pas garder le fœtus qui se développe dans son ventre. Est-ce qu'il a été conçu aussi par une agression faite par le mari ? Ça on ne sait pas, mais on peut avoir des soupçons. Toujours est-il qu'Hunter décide de ne pas amener au monde un enfant qu'elle ne veut pas véritablement. On l'imagine pour éviter de commencer un nouveau cycle de trauma et de négligence. Il y a également une scène où elle confronte l'homme ayant violé sa mère, ce qui fait qu'elle reprend le contrôle en lui disant qu'elle pourrait à tout moment détruire sa vie, et se débarrasse également de toute la culpabilité qu'elle portait en elle. On a donc un film qui est, sur sa fin surtout, assez lourd, voire violent, selon le ressenti et l'expérience de chacun et chacune, mais qui n'en reste pas moins très intéressant.
La façon dont la piqûre est utilisée comme métaphore pour la manifestation d'un mal-être dans une vie qui ne nous plaît pas et ne nous convient pas est, je trouve, super intelligente. Rien que pour ça, vraiment, je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de découvrir ce film. Et voilà mes chers ghouls, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur Swallow. C'est peut-être un film un peu moins connu, donc ça m'a fait plaisir de le mettre en avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis évidemment toujours ouverte aux discussions. J'espère que vous allez bien et que vous ne subissez pas trop la chaleur. Moi personnellement, c'est une horreur, je n'en peux plus. Plus de 25 degrés là, c'est pas possible. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain film.